retrouverez là mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux aussi, ma chaîne YouTube où j'affiche beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Bot Boot, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est vraiment un groupe que j'ai créé il y a une quinzaine d'années, dizaine d'années plutôt. Donc, ça veut dire bilinguisme en Ontario. Moi, je regarde aux enfants qui ont des troubles du langage, troubles d'attention, troubles d'apprentissage, mais aussi les enfants qui ont un développement typique. Puis la botte, bien ça, c'était mes enfants qui l'avaient dessiné une dizaine d'années passées. Puis ça symbolise le cheminement qu'on a à faire. Donc, c'est d'avancer vers un bilinguisme une botte à la fois. Donc, c'est pour ça que vous voyez des petites bottes là, ici et là sur mes diapos. Alors, cet atelier fait suite à l'atelier qui a eu lieu le 25 ou le 27 février, plutôt pour ce groupe ici, qui portait sur la communication orale plutôt. Aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur le langage écrit, la lecture des livres avec les enfants de la première ou la troisième à la sixième année, excusez. Donc, si vous voulez écouter l'atelier qui avait eu lieu au mois de février, vous pouvez le retrouver sur le portail Parents sous l'onglet Ressources. Donc, si vous n'y parvenez pas, vous pouvez communiquer avec Denise Corriveau là, pour toute question relative à l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, si vous étiez là mardi, il va y avoir un petit peu de répétition, mais ensuite, je vais vraiment aborder des exemples et des thèmes différents. On va parler un petit peu du contexte minoritaire très brièvement. J'en ai parlé plus longuement au mois de février. Les fondements de la lecture, l'importance de la littératie, la lecture interactive, le vocabulaire, très brièvement le site web vocabplus.ca, puis comment vous pouvez aider au développement de la littératie chez vos enfants. Donc, voici, juste pour mettre la table, en Ontario, il y a 3% de la population qui a le français comme langue officielle là, parlée à la maison, première langue officielle. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. 93% ont l'anglais. Puis là, mais c'est sûr qu'il y a un 4% qui ont une langue autre que le français et l'anglais comme langue maternelle parlée à la maison. Donc, vous allez remarquer que les diapos sont en français et en anglais. So, I do provide the information in French and in English. Si vous avez des questions à la fin en anglais, n'hésitez pas à les poser. I will be taking answers and questions in English at the end. Donc, je vous ai montré cette diapo au mois de février. C'est juste pour illustrer qu'à peu près 75% des enfants inscrits à l'école française ont besoin de soutien en français. C'est pas surprenant quand on voit que seulement 3% de la population ontarienne ont le français comme langue maternelle. Alors, moi, c'est cette population-là qui m'intéresse beaucoup parce qu'on doit vraiment leur donner un peu plus d'appui. Puis, si vous êtes une de ces familles-là, peut-être que vous êtes une famille où une personne parle l'anglais, l'autre personne parle le français. Peut-être que les deux, vous parlez plutôt en anglais. Peut-être que vous parlez le français, mais que vous l'avez peut-être perdu au cours des années. Je vais vous donner des trucs pour appuyer votre enfant. Alors, pour bien apprendre à lire et écrire, pour bien comprendre ce qu'on lit, il y a deux mailles d'une corde ici. Donc, ça, c'est une analogie qui date de 2001 de Scarborough. Et on voit ici qu'il y a deux composantes. En haut ici, c'est surtout le vocabulaire, le langage, la façon qu'on pense à propos du langage, puis toutes nos connaissances sur l'écrit. Moi, c'est vraiment ce maille-là qui m'intéresse le plus. Mais il y a aussi en bas ici toute une autre composante à la lecture. Donc, comme vous savez, si vos enfants sont en troisième à la sixième année, ils ont appris à lire en jardin, première année. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décodé, qu'ils ont vraiment appris que la lettre L fait le son L, la lettre A fait le son A, la lettre P fait le son P, puis les deux lettres combinées I1 fait le son 1. Donc, ça, c'est cette partie-là. C'est super important, mais moi, je me concentre vraiment sur cette partie-là en haut. Donc, here you have the reading rope in English. Une autre façon de regarder ceci, c'est une équation mathématique. Donc, on sait que pour bien comprendre ce qu'on lit, il faut bien décoder, mais il faut aussi bien comprendre le langage. Puis, je vais vous expliquer ça aujourd'hui, puis je vais vous montrer comment, en faisant des lectures avec vos enfants, qu'on peut développer la compréhension du langage. Parce qu'à l'âge de vos enfants, ils devraient être en mesure de lire, de décoder par eux-mêmes.
Les livres que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des livres qui sont riches en vocabulaire. Ce ne sont pas des livres décodables qui sont faciles à décoder par les élèves. Ce sont des livres qui contiennent un vocabulaire plus soutenu. Puis c'est intentionnel parce que je cible vraiment la compréhension, les inférences et tout ce qu'un élève doit faire pour bien comprendre une fois qu'il a décodé. Donc, on sait que la littératie, c'est la voie vers le progrès et le moyen par lequel chaque homme, femme et chaque enfant peut réaliser son plein potentiel. Dans notre société, on ne peut pas vraiment bien fonctionner si on ne peut pas bien lire et écrire. Une autre étude par Wagner montre que savoir lire et écrire, c'est non seulement posséder la maîtrise de la langue écrite, mais aussi posséder la langue orale et surtout le bagage culturel, que j'aime beaucoup dans cette citation ici. La littératie, c'est un outil de la maîtrise de l'univers symbolique d'une culture. Donc, quand on peut lire, écrire, c'est vraiment la clé de voûte de la transmission culturelle aux prochaines générations. Donc, pensez juste à une recette. Tu sais, c'est quelque chose qu'on va transmettre d'une génération à une autre. Mais pour pouvoir refaire la recette, il faut pouvoir bien la lire, la comprendre. Ça, c'est un exemple banal. Il y a aussi toutes les chansons. Pensez aux chansons traditionnelles, je ne sais pas moi, Alouette, Gentil Alouette. Tu sais, ce sont des chansons qui se passent d'une génération à une autre, des chansons à répondre, folkloriques, canadiennes. Donc, c'est vraiment le langage oral vient aider là, avec cette transmission-là et le langage écrit aussi, bien sûr. Donc, here is the same quote in English. Donc, comment est-ce qu'on apprend les mots? J'en ai parlé au mois de février. Je vais juste vous donner un petit rappel. De la naissance à l'âge de 9 ans, on apprend des mots en écoutant. Mais à partir de 9 ans et pour le reste de notre vie, on apprend des mots en lisant, surtout. Donc, si on ne lit pas, on n'apprend pas beaucoup ou peu là, de nouveaux mots. C'est vraiment en lisant des mots à plusieurs reprises qu'on vient qu'à les apprendre. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a au-delà de 300 000 mots en français. On ne peut pas enseigner tous les mots à l'école. Donc, c'est par la lecture et l'exposition à ces mots-là que les enfants vont les apprendre. Alors, ici, je vais juste vous donner un exemple de les mots qui sont utilisés puis les phrases qui sont utilisées quand on parle versus ceux qui sont utilisés quand on lit des histoires pour enfants. Donc, quand on fait juste parler autour de la table à l'heure du souper, tu sais, comment est allée ta journée, as-tu des devoirs à faire, à quelle heure ta pratique de soccer, Justin s'en vient-tu après souper? Ce sont des petites phrases, puis c'est surtout des pronoms, des noms propres. Il y a moins d'adjectifs, des adverbes, des formes plus complexes. Les phrases sont plus courtes, plus simples. C'est des informations données en petites unités. Hein? Va ramasser tes souliers, va brosser tes dents. On n'est pas en train de dire des phrases là, qui s'allongent là, avec des conjonctions puis tout ça. Donc ça, on le voit quand on lit avec les enfants. Et donc, je vais passer par-dessus la dernière case pour l'instant. Donc, la lecture, c'est vraiment une passerelle vers la réussite future, à l'école et dans la vie de tous les jours. Comme adulte, vous savez, vous lisez à tous les jours, surtout maintenant avec nos téléphones intelligents. Hein, les textos, c'est devenu une façon très privilégiée pour communiquer. Oui, on s'appelle encore, mais on va souvent envoyer des messages écrits, puis des courriels, à n'en plus finir. Donc, on sait que décoder un mot, ça va vraiment déterminer si un enfant peut lire ou peut pas lire. Mais une fois que l'enfant peut décoder, qui sait que le L fait le son L, A fait A, P fait P, IN fait IN, une fois qu'il sait ça, là, c'est vraiment les compétences en langage qui va déterminer s'il va être bon lecteur ou pas plus tard, ou s'il va bien comprendre. Je vous ai parlé des 3 niveaux de vocabulaire. Je vais juste vous en parler rapidement encore. Donc, encore là, si vous n'étiez pas là au mois de février, je vous invite à aller voir l'enregistrement qui portait là, sur l'oral. Donc, on divise le vocabulaire en 3 niveaux. Donc, le premier niveau, les enfants arrivent à l'école avec ça. C'est des mots comme pomme, orange, papa, maman, pompier, chapeau, botte, manteau, camion. C'est des mots assez communs. Les mots du niveau 2, eux, ce sont des mots un peu plus sophistiqués qu'on rencontre dans plusieurs différents contextes. Ça peut être des mots comme maintenir, effectuer, réfléchir, suggérer, obtenir.
Donc, on s'en sert en français, en mathématiques, en éducation physique, en études sociales, en sciences, en histoire, en géographie. Donc, on les voit un peu partout, surtout dans les livres qu'on lit aussi, mais ne sont pas toujours enseignés explicitement parce que les enseignants vont souvent se concentrer sur les mots du niveau 3 parce que ça, c'est les mots qui sont spécifiques à la matière. Ça fait que si un enseignant est en train d'enseigner le concept de je ne sais pas moi, le système respiratoire, bien là, il doit parler d'oxygène, échange gazeux, inspiration, expiration, trachée, poumon, etc. C'est que les mots du niveau 3 sont vraiment spécifiques à une discipline. Tu sais, si on parle de la photosynthèse, donc ça aussi, c'est des concepts où les mots sont vraiment spécifiques. Puis, tu sais, je ne vais pas parler de la photosynthèse, moi, dans la communauté nécessairement. Tandis que les mots du niveau 2, on les voit un peu partout. Donc, beaucoup de recherches montrent qu'il faut qu'on montre ces mots-là à nos enfants. Puis comme parents, ben, on peut aider. Encore là, il y a 300 000 mots, plus de 300 000 mots en français. C'est impossible pour les enseignants et enseignantes de tous les enseigner. Donc, pour ce qui est du vocabulaire, je suis en train là, de lancer un site web. Il est live, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, je vais le lancer officiellement lors d'un congrès le 12 avril. Alors, mon webmestre là, est en train de mettre au-delà de 50 PDF sur ce site web. Donc, vous pouvez le consulter si vous voulez, mais il va y avoir beaucoup d'informations. Puis, l'information est toute divisée selon les âges des enfants. Donc, préscolaire, première année, deuxième année, etc., jusqu'à la 12e année. Puis, selon différents thèmes. Si ça vous intéresse, allez voir, mais sachez que ce n'est pas tout prêt. Vous êtes vraiment des premiers à en entendre parler. Alors, quelques franco-faits. Enseigner aux enfants la signification d'un mot de vocabulaire inconnu dans un texte améliore leur compréhension et aide les lecteurs les plus faibles à comprendre la signification des autres mots dans ce texte. Donc, c'est vraiment important de leur aider à comprendre ce qu'ils lisent. On sait aussi que les enfants qui ont un petit vocabulaire sont désavantagés lorsqu'ils apprennent à lire, ou même une fois qu'ils ont appris à lire. Il y a une grosse corrélation ou un lien entre la taille du vocabulaire puis la compréhension en lecture. Puis on le sait aussi que la taille du vocabulaire prédit la croissance en lecture. Alors, plus un enfant a un vocabulaire riche et diversifié, plus il va devenir bon lecteur et comprendre ce qu'il lit. Donc ici, c'est un lien. C'est un petit peu compliqué ce que je vais vous expliquer, mais j'ai décidé de le faire quand même parce que c'est important. Donc, j'ai pris le livre Les méchants de Aaron Blabey pour démontrer les genres de mots là, qui sont dans les textes. Donc, ça, c'est une bande dessinée appropriée pour les enfants de 3e année à la 6e année. Donc, si je lis ici, Hubert n'est pas le seul à affirmer que ces méchants sont en fait des héros incognito. Chacun des 10 000 poulets libérés de la ferme, la coque, raconte la même histoire. Devrait-on accepter que des sardines mutantes se promènent dans nos rues? Donc, c'est un rapport de police. Il y a des mots quand même assez difficiles. Donc, affirmer, là, ça serait un de ces mots-là du niveau 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire affirmer? Libérer. Qu'est-ce que ça veut dire libérer? On voit aussi des mots comme incognito, mutante. Ce n'est pas nécessairement tous les élèves de la 3e à la 6e année qui vont comprendre ces mots-là. Donc, quels mots est-ce qu'on leur explique? Bien, on sait que si les élèves de 3e année ne peuvent pas reconnaître, ou 4e ou 5e, ne peuvent pas reconnaître le sens de mots de fréquence moyenne, comme affirmer, libérer, incognito et mutante, ils vont avoir de la misère à comprendre ce qu'ils ont lu. Mais il y a des mots qui sont plus importants à enseigner que d'autres. Okay? Comment souvent est-ce que vous utilisez le mot incognito dans votre vie? Ou mutante? Moi, en tout cas, pas très souvent. Tandis que des mots comme affirmer et libérer, on les rencontre souvent, ainsi que ce qu'on appelle leur dérivation. Des mots comme affirmer, affirmation, affirmatif, affirmative. C'est des mots qu'ils vont voir beaucoup dans les textes qu'ils vont lire au cours des prochaines années à l'école, élémentaire, secondaire, postsecondaire, s'ils continuent leurs études. Même chose avec libérer. Libération, libérateur, qui vient de libre.
Fait qu'on veut concentrer sur ces mots-là. Donc, à la maison, vous pouvez déjà, quand vous êtes en train de discuter ou si vous faites de la lecture avec vos enfants, d'essayer de cibler ces mots-là. Donc, oui, c'est quand même important là, de parler de incognito et mutant, parce que dans le livre, qu'est-ce que ça veut dire des héros incognito? Ils ont besoin de savoir. Mais concentrez surtout sur les mots que vous pensez, là, OK, ouais, ce mot-là, me semble, je le vois pas mal plus souvent qu'un mot rare comme incognito ou mutante. Donc, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Je donne ici un exemple en anglais. So, here's an example in English. Je vais sauter par-dessus, mais c'est le même concept, mais avec un différent extrait du livre The One and Only. Alors, ici, c'est juste pour démontrer que dans cet exemple-là, il y a des mots quand même assez complexes comme batted ou frappé en français, buzzing, bourdonnant, clattered, fracassé, fetch, récupéré, rattled, brinque-ballé, rough, rugueux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on veut s'assurer qu'on enseigne les mots que les élèves, les enfants vont voir à plusieurs reprises. Pas ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment rares puis qui vont peut-être juste voir une fois. On leur explique, mais tu ne te concentres pas nécessairement là-dessus. Je vais vous montrer des textes tantôt de ce que les élèves reçoivent à l'école pour illustrer un petit peu le genre de mots qu'ils lisent. Donc, les mots représentent le savoir et la connaissance du sujet. Tu sais, la connaissance du sujet, c'est le savoir, prédit fortement la compréhension qu'en auront les élèves. Donc, c'est vraiment important que les élèves comprennent les mots. Ici, je donne un autre exemple, juste pour illustrer encore. Donc, c'est le livre de Harry Potter, le premier. Ce livre-là est disponible en français et en anglais et dans plusieurs autres langues, comme vous le savez. Et ici, c'est une autre citation. Donc, en s'efforçant de garder tous ses conseils en mémoire, Harry prit une pincée de poudre de cheminette et s'approcha du feu. Il inspira profondément, jeta la poudre dans l'âtre et fit un pas en avant. Les flammes n'étaient pas plus chaudes qu'une brise tiède. Il ouvrit la bouche pour donner l'adresse et avala aussitôt un nuage de cendres. De traverse, balbutia-t-il en toussant. Alors, il y a quand même plusieurs mots là qui sont compliqués que pas tous les élèves de 3e à 6e année vont nécessairement comprendre. Donc, j'ai encerclé des mots du niveau 2. Donc, pensez au mot conseil. Si je te donne des conseils, advice, c'est un mot qu'on va entendre dans divers contextes. On va entendre des mots qui se ressemblent à ça, un conseiller, par exemple. Ou ça peut être un verbe. Ils ont conseillé les personnes de ne pas traverser la rue. Ou ça peut être un conseiller comme le conseiller sur un comité. Des mots comme inspira, profondément, inspiration, tu sais, l'âtre. Bon, l'âtre. Comment souvent est-ce que vous utilisez le mot âtre? Donc, ça fait partie là, de le bas de la cheminée d'un foyer. Brise. Une brise tiède dans l'air. Ça, c'est un mot qu'on peut rencontrer un peu plus souvent. Et balbutia. Car là, est-ce que ça, c'est un mot qu'on va rencontrer souvent? Pas nécessairement. Donc, encore, si vous travaillez avec vos enfants, vous êtes en train de faire de la lecture avec eux, ayez toujours ça dans votre esprit que si je vais passer du temps à y expliquer un mot, vaut mieux lui expliquer un mot qu'il va revoir dans les textes qu'il va lire. OK? Donc, je vais vous donner un exemple d'un texte explicatif qu'un élève, ma fille, aurait reçu à l'école. Donc, voici, c'est un texte qui porte sur la poste aérienne. Donc, on va le lire brièvement. Donc, avant la Première Guerre mondiale, le courrier était acheminé à l'intérieur de nos frontières canadiennes par le chemin de fer et par une flotte effectuant la liaison entre le pays et l'Europe. Même les États-Unis utilisaient le service canadien pour leurs envois vers le vieux continent. Un peu avant la fin de la guerre, le 14 juin 1918, le capitaine Brian Peck de l'Aviation royale transporta le courrier pour la première fois par avion entre Montréal et Toronto. L'honneur de transporter les premières lettres dans l'Ouest revint à une aviatrice, Catherine Stinson, le 9 juillet 1918,
survola les prairies entre Edmonton et Calgary. Là, ça continue. Je ne vais pas tout le lire, mais on voit ici, on parle qu'il devait traverser les montagnes rocheuses. Puis qu'à l'époque, ce n'était pas possible d'atteindre les montagnes rocheuses, prenait énormément de temps. Donc, c'était là les premiers moments où les avions pouvaient voler par-dessus les montagnes rocheuses. Suite à la lecture de ce texte, les élèves devaient répondre à des questions. Donc, pourquoi n'acheminait-on pas le courrier par avion avant 1918? Donc là, il doit savoir que, en ce temps, les avions n'atteignaient pas encore les altitudes suffisantes leur permettant de survoler les rocheuses. Et il y en a des mots là, du niveau 2 là-dedans. Atteignez, altitude suffisante, permettre, survoler. Alors, si votre enfant amène quelque chose comme ça à la maison, puis il y a de la misère avec ses devoirs, il y a de la misère à vraiment répondre, c'est peut-être pas parce qu'il y a de la misère à lire, mais c'est parce qu'il n'y a peut-être pas les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu'il est en train de lire. Une autre question, combien de lettres transportaient William et Arthur le 28 mai 1920 et pourquoi ont-elles autant de valeur aujourd'hui? Fait que ça, c'était écrit ici. On va le dire exactement combien de lettres. Donc, il y a des fois de l'information qui est facile à trouver, mais des fois, l'information n'est pas facile à trouver dans le texte. Avant les avions, quel moyen de transport utilisait-on pour acheminer le courrier partout au Canada? Mais ça, c'est même pas écrit dans le texte. Il faut le savoir. Puis pourquoi les montagnes rocheuses étaient-elles un obstacle difficile à franchir pour l'aéropostale? Mais ça, on l'a vu tantôt quand on disait, là, les avions n'étaient pas capables d'atteindre les altitudes suffisantes. Et il y a d'autres questions ici. Donc, ce que j'ai fait ici, là, c'est juste j'ai mis en différentes couleurs les types d'informations qui sont retrouvées. Donc, pourquoi n'acheminait-on pas le courrier? Bien, le mot même acheminait est un mot de vocabulaire difficile. Puis, pourquoi que ce n'était pas acheminé par avion avant 1918? Bien, il faut que l'enfant ait certaines connaissances. Donc, je ne vais pas aller en trop de détails avec ceci, mais je vais juste vous illustrer que quand un enfant lit un texte comme ceci, qui semble quand même pas trop compliqué, le sujet est intéressant, mais il y a plein de choses que l'enfant doit savoir. Puis ça, je reviens à la corde que je vous ai montrée, des connaissances sur le monde, le vocabulaire, les structures de langage. Donc, structure, je l'ai souligné ici juste dans les questions. Tu sais, des fois, les questions renversées. Ont-elles? Utilisait-on? N'acheminait-on? Des fois, les enfants vont de la misère avec ça quand c'est une phrase qui est un peu plus compliquée. Le raisonnement verbal, tu sais, pourquoi il faut qu'ils pensent avant les avions, c'était quoi le moyen de transport? Donc, il doit vraiment y réfléchir. Donc, quand vous lisez avec vos enfants, vous pouvez poser des questions sur ce que vous lisez. Ah, pourquoi tu penses que Harry Potter avait besoin de mettre de la poudre dans le feu? Ah, pourquoi est-ce que c'était important de faire ça? D'avoir cette belle discussion avec vos enfants, ça va les habituer à se poser ces questions-là à leur tour. Je vais parler brièvement des attitudes et la motivation envers la lecture. Donc, l'attitude et la motivation de vos enfants dérivent des émotions liées aux expériences de lecture passées. Donc, on le sait que c'est un petit peu l'analogie de l'effet Mathieu. Donc, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Les bons lecteurs deviennent de meilleurs lecteurs, les pauvres lecteurs ont de la difficulté à s'améliorer. Parce que le bon lecteur va aimer lire. Il va avoir une meilleure attitude envers la lecture, puis il va être motivé à lire plus souvent. Mais le lecteur qui a de la misère, il ne va pas nécessairement aimer lire, il va avoir une attitude négative envers la lecture, puis il va être motivé là, à lire moins souvent. On a ici, we have the same one in English. À l'âge de 11 ans, un enfant a déjà consolidé son concept de soi académique en raison des nombreuses occasions qu'il a eues de se comparer aux autres dans différentes situations. Mais on peut toujours modifier ce concept de soi, mais c'est un peu plus difficile quand l'enfant est plus vieux. Donc, à l'âge de vos enfants, c'est encore possible. Ils sont de 3e à la 6e année. On peut encore essayer de leur donner cette motivation et ce concept de soi comme un bon élève
avec beaucoup de potentiel. Donc, je vais juste revenir ici, j'ai sauté par-dessus. Donc, on sait que plus un enfant, un élève a des connaissances de base, plus il va comprendre ce qu'il lit, plus il va accumuler du vocabulaire et des connaissances suffisantes, plus il va vouloir lire, plus il va développer toutes ces connaissances approfondies-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant qui n'a pas une attitude positive envers la lecture? Bien, ils doivent lire et vivre du succès. Alors, vous allez choisir des livres qui peuvent décoder, qui peuvent lire eux-mêmes. Mais vous pouvez aussi lire à voix haute pour eux, pour leur montrer qu'est-ce que le monde des livres jeunesse peuvent apporter, toute cette composante imaginaire-là. Les récompenses ne devraient pas être la première stratégie parce qu'elles ont le potentiel de décourager la lecture. Donc, si on dit, ben, si tu lis ceci, je vais t'apporter à Dairy Queen après ou je vais te donner 5 $, ça va le motiver, mais c'est une motivation extrinsèque. C'est toujours mieux que ça vienne de eux, de l'intérieur. On veut leur donner beaucoup d'accès à des livres, puis des livres qui les intéressent. Il n'y a pas deux enfants qui vont avoir les mêmes intérêts. Donc, avec moi, évidemment, vous avez vu le livre de Harry Potter, j'ai des bandes dessinées, j'ai le club des babysitters, j'ai un autre livre, Fantôme, il y a aussi les livres Scooby-Doo, j'ai d'autres livres là, classiques scolastiques. Plus ils ont accès à des livres intéressants et visibles, et plus on limite l'accès au divertissement sur écran, vous le savez, plus on va pouvoir changer cette motivation-là. Puis on sait que, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait des associations positives avec la lecture. Donc, si vous lisez, que ce soit le soir avant le coucher ou pendant la fin de semaine ou à un autre moment, essayez de faire en sorte qu'on distingue le moment de pratiquer la lecture, de faire les devoirs, et le moment d'avoir un beau moment de lecture ensemble, où vous êtes en train de lire, vous êtes en train d'avoir une belle discussion à propos de ce que vous lisez. Okay? Lire un livre en français à son anglais, lorsque nous-mêmes, on ne maîtrise pas bien la langue, peut être un défi. Mais avec quelques astuces, ça peut devenir une expérience enrichissante pour vous deux. Donc, lorsque les enfants deviennent des lecteurs autonomes, votre rôle change. Hein? Ce n'est pas comme quand vous étiez en train de l'aider à apprendre à lire. Donc, c'est plus difficile. Comme je vous ai montré, si 75% des enfants ont besoin d'appui en français, bien, ça me dit que 75% des familles sont probablement des familles mixtes où il y a l'anglais et le français et d'autres langues à la maison. Donc, on a préparé pour vous des documents que vous allez recevoir à la fin de cet atelier avec plein de trucs et des suggestions de livres. Alors, je vais passer à travers de ça avec vous aujourd'hui. Donc, voici ce que vous pouvez faire. Si votre enfant veut lire un livre quelconque, comme ça peut être le Club des babysitters, vous pouvez lire, si le français n'est pas votre langue dominante, la version en anglais. Donc, il y a plusieurs livres où on retrouve les deux versions. Et vous pouvez discuter de l'histoire dans la langue de votre choix. Donc, si votre enfant lit le livre en français et vous lisez le livre en anglais, vous pouvez en parler en anglais. Si l'enfant veut vous parler en français de certains passages, ça, c'est correct aussi. Donc, celui-ci aussi, je l'ai dans les deux langues. Donc, Les méchants, Bad Guys. Il y a toute une série de ces livres-là dans les deux langues. Même chose avec Raina Telgemeier. Elle a plein de livres qui sont disponibles en français et en anglais. Puis, je vous ai fourni une liste de ces livres-là. Il y a aussi notre Carlo le Dégueu, Pig the Stinker. Donc, il y en a qui vous donnent l'occasion de vivre cette expérience-là. Demandez. Donc, je vous ai dit, là, c'est important que les élèves réfléchissent à ce qu'ils sont en train de lire. Donc, demandez-leur des questions. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette partie de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe ensuite ou qu'est-ce que tu penses qui va se passer ensuite? Y a-t-il des mots, des phrases que tu n'as pas compris? Et si vous ne les connaissez pas, les mots, vous autres non plus, vous pouvez consulter des sites comme Lingui.com ou même ChatGPT.com pour obtenir la définition et la traduction des mots. Lingui fournit même la prononciation du mot en français. Fait que si vous n'êtes pas sûr comment le prononcer, Lingui va vous le donner. Utilisez des livres audio s'ils sont disponibles. Alors,
les livres audio en français permettent à votre enfant d'entendre des locuteurs natifs tout en suivant le texte. Donc, ça va beaucoup améliorer leur prononciation aussi. Il y a plusieurs livres audio et dans les listes que je vous ai données, on vous a donné accès à certains livres qui sont disponibles. Donc, toute la série de Harry Potter est disponible audio en français gratuitement sur YouTube. J'ai déjà mentionné, je le mentionne encore, aider avec le vocabulaire. Et ça peut être en anglais aussi. Si vous vivez une expérience de lecture en anglais, bien, il y a des mots de niveau 2 en anglais aussi. C'est les mêmes principes s'appliquent. Donc, vous pouvez expliquer des mots expelled. Qu'est-ce que ça veut dire expelled? Je regarde son Je lis plein de mots qui sont assez faciles, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc, on essaie vraiment d'expliquer en français et en anglais les mots qui sont un peu plus compliqués. Vous pouvez utiliser des genres de flashcards ou des applications pour rendre l'apprentissage du vocabulaire amusant et ludique. L'idée, c'est de les chercher cet intérêt-là chez vos enfants, qui ne voient pas la lecture comme étant « Ah, c'est quelque chose de difficile ». Parce que veut pas, à Sudbury, dans la région de l'Ontario, on n'entend pas nécessairement le même français qu'on retrouve dans les livres qui ont été écrits ou traduits au Québec ou en Europe. Fait que des fois, ils se découragent parce qu'ils vont dire, je ne comprends pas ce français-là. Je sais que moi, mes enfants disaient ça. C'est pas le même français que nous. J'ai de la misère à le comprendre. Donc, ils ont besoin de l'aide, puis on veut que ça soit amusant. Donc, si vous pouvez le comparer, allez voir, OK, on ne le comprend pas en français. Allons voir qu'est-ce qu'ils ont dit en anglais. Ah, c'est ça que ça veut dire. Explorer des genres variés, hein, ça peut être des bandes dessinées, des livres adaptés à leur niveau. Il y en a plein là, pour tous les goûts. Donc, peut-être qu'un certain style n'a pas vraiment suscité leur intérêt, mais un autre style, oui. Alors, il faut vraiment essayer de trouver là, le bon. Pareil comme nous autres, comme adultes, on n'aime pas tous les mêmes types de romans. Donc, c'est la même chose qui s'applique à vos enfants. Vous pouvez même encourager votre enfant à écrire un résumé ou une critique ou de juste le dire à l'oral. Vous pourriez dessiner une scène qui les a marqués dans l'histoire, une scène qu'ils ont vraiment aimée. Vous pouvez même faire une petite pièce de théâtre ou faire une petite scénette. Imaginez une suite à l'histoire. Donc, peut-être à la fin d'un chapitre, là, si c'est un genre de, j'emprunte le mot anglais, un cliffhanger, puis tu ne sais pas ce qui va se passer, on pourrait s'imaginer une suite à le chapitre. Ce qui est d'ultime importance, c'est de montrer un intérêt authentique. Donc, partagez ce que vous avez appris en lisant la version anglaise, le cas échéant. Demandez ce que votre enfant a compris en français. Donc, votre engagement et votre intérêt va motiver votre enfant. Donc, qu'est-ce que toi, tu as compris de l'histoire? Ah, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, tu aurais fait ça comme ça? Pourquoi pas? Et cette discussion-là peut avoir lieu en français ou en anglais ou une autre langue qui est peut-être parlée au foyer. C'est plutôt ici d'aller voir leur intérêt puis leur compréhension. Encourager la persévérance. Donc, comme j'ai mentionné, ça peut être difficile par moment. Donc, on veut s'assurer que les livres que l'enfant lit lui-même n'est pas trop difficile. Mais quand c'est un livre que nous, on lit comme adultes, ça peut être un livre là, qui est vraiment au-delà de ses habiletés. Donc, on veut l'expliquer puis s'assurer que c'est en lisant puis en écoutant la lecture qu'il va devenir plus à l'aise. C'est comme toute autre activité, comme un sport. Plus on pratique, mieux on devient. Donc ici, je vais me donner une petite pause à ma voix. C'est en anglais. Je n'ai pas trouvé un autre extrait en français, mais vous dites, ouais, mais on ne lit peut-être pas à voix haute à nos enfants plus vieux. La recherche montre que oui, c'est important et voici pourquoi. Donc là, je vais juste m'assurer. Well, partly the reason why it's important to read to them. Si vous n'entendez pas, quelqu'un peut me le dire. Si j'entends rien, je vais prendre pour acquis que c'est beau. C'est beau, on entend constantly, whatever age they are, is because when we're reading to them, especially when they're older kids, and it is wonderful if they'll let us read to them, because some kids say, I can read by myself, I don't want you to read to me anymore. And you have to let them go, which is really heartbreaking. But if your child will let you read at 8 and 9, when they are already able to read, we are reading to them
things that they could never read by themselves, which they can completely understand because they're listening. They're not reading it, they're listening to it. And in the context of that of the story, they understand every word. Whereas if they were reading it, they wouldn't. But if we're reading always something that's more difficult than they can read themselves, when they come to that book later, or books like that, they will be able to read them. Which is why even a 5th grade teacher, even a 10th grade teacher, even a, end of high school teacher should still be reading to children aloud, because there's always something that is too intractable for kids to read on their own. We're always pushing them ahead, that little bit harder, that little bit harder. That's why we should keep reading forever. Alors, un message quand même assez puissant et important de continuer, même quand les enfants sont capables de lire. S'ils sont de bons lecteurs, choisir un livre plus complexe. Et ça donne un beau moment de partager avec nos enfants aussi. Alors ici, je fais un petit sommaire de ce qu'elle dit. Je pense que vous l'avez bien compris, mais je l'ai écrit ici. Ce que j'aime ici, c'est l'écoute permet une meilleure assimilation du vocabulaire et de la structure des phrases dans un contexte significatif. En anglais, lire aux élèves plus vieux, comme elle a dit. Donc, les enseignants, puis moi, j'ai ajouté « et les parents ». Okay? Jusqu'à la fin du secondaire, devraient continuer à lire à voix haute aux élèves, aux enfants. Donc, comme qu'elle a dit, ils peuvent être exposés à du contenu plus difficile qu'ils ne pourraient pas lire seuls. Assurez-vous que la lecture soit interactive et amusante, OK? Donc, c'est pas juste de lire, c'est d'ajouter des voix, d'ajouter des expressions faciales, même quand les enfants sont plus vieux, de s'arrêter après une phrase que vous jugez comme étant plus difficile. Pourquoi penses-tu qu'ils ont fait ça? Si vous êtes un parent anglophone et vous voulez avoir une expérience en anglais, c'est correct de le faire aussi. Lisez un livre en anglais. Le développement de la lecture, de la compréhension de la lecture, c'est une compétence qui se partage entre les langues. Donc, si vous développez leur vocabulaire en anglais, ça va aider en français. Comme j'ai mentionné au mois de février, il y a plusieurs mots du niveau 2 qui sont semblables en français et en anglais. Des mots comme analyse, analyze, synthesize, synthétiser, réflexion, reflection. Donc, s'ils les apprennent en anglais, il va y avoir un transfert au français. Donc, plus on a une lecture interactive et une lecture riche, le vocabulaire augmente, ils entendent des structures de phrases complexes, ils ont une meilleure connaissance sur le monde. Je vous ai dit que la connaissance antérieure sur le monde est aussi très importante. Ça va peut-être augmenter leur motivation aussi à continuer à pratiquer à lire et leur intérêt à lire. Donc ici, c'est un article qui avait été publié il n'y a pas longtemps, donc le 27 février, parce que j'ai souvent eu cette question-là. OK, si on utilise beaucoup de livres audio, est-ce que notre enfant, est-ce que c'est aussi valable que lire? Comme vous avez entendu la dame sur la vidéo YouTube, oui. Et ici, là, c'est un article qui explique justement que les livres audio ne constituent pas une menace pour la littératie des enfants. Donc, je vais juste revenir ici à ma corde parce que lorsqu'on est en train d'écouter un livre, on est vraiment en train de travailler ceci. La connaissance antérieure sur le monde, le vocabulaire. On entend des structures langagères complexes. On peut essayer de faire des inférences, d'entendre des expressions. Puis, on a des connaissances sur différents styles d'écriture. Donc, quand on écoute, on n'est pas dans le décodage, la conscience phonologique et tout ça, mais on est ici. Donc, ne craignez pas si vous voulez faire écouter des livres à vos enfants ou s'ils aiment écouter des livres au lieu que de les lire, ça développe toutes ces compétences-là aussi. Alors, je vais arrêter de présenter ceci. Je vais vous montrer ce qu'on va partager avec vous et ensuite, on aura quelques minutes pour des questions. Donc, je vais ouvrir mon document qui est juste ici. Oups, désolée.
français, 3e, 6e année. Alors, les listes, les documents qu'on va vous fournir sont disponibles en français et en anglais. OK, voilà. Donc, on va vous partager astuces pour lire des livres en français avec des enfants plus âgés. Alors, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sera dans ce document ici. Vous allez aussi avoir accès à la présentation. Mais je voulais attirer votre attention ici sur les exemples de livres bilingues populaires pour les jeunes enfants. Donc, on a vraiment essayé de trouver des livres qui sont appropriés pour ce groupe d'âge-là et des livres qui peuvent être achetés. Donc, quand je fouillais en ligne, j'avais des étudiantes ici à l'université qui m'aidaient. Des fois, on tombait sur des livres qui sont disponibles en français et en anglais, mais très difficiles à acheter. Donc, on s'est dit, on va vous donner des suggestions de livres qui peuvent facilement se retrouver sur Amazon ou qui sont plus susceptibles d'être dans les bibliothèques municipales. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller les acheter. Moi aussi, comme vous pouvez voir par mon petite étiquette jaune en haut ici, j'achète plusieurs de mes livres à Bay Used Books, ici à Sudbury, à un prix vraiment réduit. Puis là, une fois qu'on a fini de les lire, on peut les ramener, puis on a de l'argent qui nous revient. Donc, on a les livres de Harry Potter, ceux de Raina Telgemeier, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Moi, je vous ai montré Ghost, Fantôme, mais il y a Courage, Sœur, il y en a d'autres. Les livres de Geronimo Stilton, bande dessinée, ça aussi. Tous les livres de Goosebumps, Chair de poule, plusieurs, sont disponibles en français et en anglais. La série Amulet ou Amulet, plusieurs sont disponibles en français et en anglais. Je sais que moi, une de mes filles a beaucoup aimé cette série-là. Vous pouvez également utiliser Livrel. Donc, Livrel, si vous ne le savez pas déjà, c'est une bibliothèque numérique du Centre Franco. Et tous les élèves du Conseil scolaire catholique Nouvel-An y ont accès. Alors, avec le compte qu'ils utilisent pour se brancher au portail du Nouvel-An, ils peuvent entrer dans la bibliothèque Livrel. Et là, il y a plusieurs livres numériques en français. Ici, ça, c'est des livres sur Livrel qui sont disponibles en français et en anglais. Donc, il y a Percy Jackson, La Maison au pignon vert, donc la fameuse Anne of Green Gables. Puis, comme j'ai mentionné, la série complète Harry Potter est disponible gratuitement sur Livrel. Et juste petit détail, donc la façon que ça fonctionne sur Livrel, les livres là, sont divisés soit juvénile, jeune adulte, adulte. Donc, vous autres, là, ça serait entre juvénile et jeune adulte. Et on emprunte le livre, ça fonctionne très semblablement à une bibliothèque municipale. Et on peut emprunter le livre numérique pour 14 jours. Puis s'il finit le livre avant, il peut le retourner puis avoir accès. Donc, c'est seulement 2 livres à la fois qui peuvent être empruntés. On a aussi d'autres suggestions de livres disponibles pour achat. Le Masque hanté, The Haunted Mask. Vous voyez les titres là. Donc, ça, c'est la série Goosebumps. Et, je pensais avoir changé ça. C'est Amulet, pas Annulet. Désolée, une petite faute de frappe là. Peut-être qu'on peut corriger ça avant de l'envoyer aux parents. Donc, voilà la liste de livres qui vous sera envoyée si ça vous intéresse, ainsi que tous les trucs que j'ai partagés avec vous, puis les codes QR pour Lingui et ChatGPT qui sont gratuits. Donc, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des questions, commentaires. Oui, toi qui as une question. C'est ça. Donc, c'est Tracelyn Foucault. Moi, je travaille au conseil, puis je suis sur le comité de participation de parents à de représentants. Puis, je voulais remercier Mme Chantal de la présentation, mais je l'ai aussi ajouté pour les parents que le conseil reconnaît et apprécie énormément votre dévouement, votre engagement et votre présence aujourd'hui. Donc, pour vous appuyer à mettre en œuvre les stratégies que Mme a présentées aujourd'hui, le conseil aimerait vous offrir justement une série, pas une série, mais 2 livres. Un livre en français, un livre en anglais pour justement rejoindre cette stratégie. Donc, lorsque vous êtes inscrit au sondage ou au sondage pour votre participation, on a aussi sondé votre intérêt. Donc, on va faire la compilation de toutes ces ressources-là et on va faire la commande. Et ensuite, ça va être acheminé à l'école de votre enfant avec votre nom. Donc, on vous souhaite beaucoup de plaisir à vivre cette nouvelle expérience-là qu'on vient de vous présenter. Oui, je vois qu'il y a une question. Anne.
Bonjour, merci bien pour la présentation. C'était très informatif pour moi. Comme j'apprécie bien les petits conseils que vous avez présentés. En tant que parent, j'ai un enfant en quatrième, l'autre est en sixième. Euh, de mon expérience personnelle, présentement, mes enfants n'ont pas de devoirs. Donc, je trouve ça un petit peu difficile de savoir qu'elles se situent dans leur enseignement. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est à travers du conseil ou si c'est spécifique à mon école. Mais du point de vue comme un parent, comment que je peux approcher de l'enseignant pour peut-être savoir où est-ce que mes enfants se situent, qu'est-ce qu'ils enseignent pendant la classe, à cause, honnêtement, je ne sais pas que ma petite elle faisait un projet sur tel chanteur, jusqu'à temps qu'elle m'apporte son projet. Puis je suis pas impliquée dans la recherche, des affaires comme ça. Je trouve que c'est un petit peu un défi en tant que parent d'être impliqué dans l'enseignement quand j'ai pas de connaissance de l'apprentissage dans la classe. Je pense que je vais laisser Mme Tracy répondre à cette question parce qu'elle OK. aura plutôt plus les détails spécifiques là, à comment ça se passe là, chez vous. C'est ça, donc merci. Puis justement, oui, on apprécie beaucoup ton engagement. Donc, je t'encourageais d'abord de faire votre conversation avec l'enseignant pour poser des questions par rapport à comment tu peux t'impliquer, soutenir et investir au niveau des apprentissages et autres. Tu peux aussi avoir une conversation avec la direction d'école au besoin. Puis, si on connaît certains détails, on peut peut-être t'appuyer à faciliter ceci. Donc, n'hésite pas de communiquer soit avec moi-même, Mme Tracy Foucault, puis si c'est pas moi qui supervise l'école, je peux certainement t'acheminer à la personne pour qu'on puisse t'appuyer à soutenir ton enfant dans son apprentissage. C'est ça. OK, c'est beau. Merci Parfait, beaucoup. merci. Si je peux te partager mon expérience là, avec mes enfants tout au long de leur Vas-y, scolarité, vas-y. c'est que quand je demande, parce que moi aussi j'ai vécu ça, alors je pense que je pense pas que c'est juste à ton école. Je pense qu'on sait que les élèves ont plusieurs activités parascolaires des fois, puis que les parents peuvent travailler tard ou qu'il n'y a pas toujours le temps de faire des devoirs. Donc, je pense que les devoirs que nos enfants reçoivent, c'est pas du tout comme quand nous autres, on était plus jeunes. Mais en tout cas, de par mon expérience, quand je pose la question aux enseignants, enseignantes de mes enfants, et j'aimerais savoir ce que vous faites, est-ce que tu pourrais me donner les informations? Ça a toujours été très bien reçu. Et là, tu sais, je recevais un petit courriel où, tu sais, des fois, on peut avoir accès à l'avance, là, à ce qui s'en vient. Donc, si c'est en français, puis on sait qu'ils vont lire un certain livre, on peut les aider avec ça à OK. l'avance. Donc, ouais, j'ai jamais eu un enseignant, une enseignante qui était contre. En fait, c'est le contraire. Normalement, ils sont vraiment contents de voir que, hey, oui, si tu veux m'aider, si tu veux aider ton enfant, là, voici ce qu'on va couvrir. OK, là, c'est bon que comme on dit, quand j'ai approché certaines des profs, j'ai pas eu vraiment de l'information, on va dire forthcoming, que voici, d'ici jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va concentrer sur A, B, C, D. Puis OK. je sais qu'ils donnent une grille d'évaluation, mais c'est toujours après le fait. Donc, OK. j'ai pas la chance de vraiment m'impliquer dans leur enseignement ou de leur apprentissage jusqu'à temps que je vois leur grille d'évaluation. Puis là, ils ont eu un 2 sur 4. Puis là, je commence à me Mhm. poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Puis je trouve, en tant que parent, je trouve que c'est allé d'un extrême à l'autre, parce qu'on avait beaucoup de devoirs. Puis là, dans mon expérience, j'ai absolument rien. Là, je me sens un Mhm. peu isolée euh, dans la participation de leur apprentissage comme parent. Mhm. Pas nécessairement que je veux des devoirs, mais ça serait beau d'avoir un survol pour dire de septembre à décembre, nous allons concentrer sur certaines matières. Nous allons faire un projet sur un tel chanteur. Nous allons faire Mhm. des affaires comme ça. Puis là, j'aimerais ça être un peu plus impliquée, comme si ça fait un projet de recherche. J'étudie en histoire, donc j'aime la recherche. Donc, ça serait être fun pour moi de participer dans leur enseignement comme ça. Donc, Mhm. je trouve que j'aimerais ça, on pourrait trouver comme un petit juste milieu du point de vue comme parent qu'on ait un certain niveau d'information sur qu'est-ce que le prof va enseigner. Pas nécessairement des devoirs, mais au moins avoir un peu plus un survol Mhm. pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la classe. Puis pas vraiment attendre jusqu'à temps qu'il y ait un défi que je reçois un bulletin qui est un peu plus négatif. Mhm. Ben, je pense que ton message a été très clair et je vois que Tracy Lynn écrit des petites notes, là, donc sache que ce ne sera pas D'abord, perdu, c'est là. Puis, anonyme, là, puis je me fais pas oui, chicaner. oui, c'est beau. Oui, j'ai une autre question. Vas-y, Leslie. I was just wondering if you
could recommend any tools or apps in terms of vocab or comprehension practice that they could do independently. So, I work with my child a fair bit, but she often asks, she's like, oh, can I do this? But if I'm still working or, something like that, and I'd like to be able to offer her something else that she could do a little more independently, I found there's a fair bit of them in English, but finding them in French seems to be a bit of a challenge. For sure. So I do have on my website, butboot.com, under resources to print, there are some resources there, and I think it's under the how to increase my child's exposure to the French language during the summer months. And there's a bunch of apps there. And I just in the fall, I think it was October or November of 2024, I made sure that all those apps worked because some of them stopped working after a while. So I think I have a list of about 9 or 10 apps that are good to develop vocabulary, phonological awareness. So they're in French, right? So, and they're divided by age. So I've got some that are for the younger kids, some for the older kids. I also had a few suggestions of podcasts for kids. So that's going to develop more of that vocabulary if they're hearing, more rich structures, French structures in French. So something that they can do independently is listen to podcasts as well. So you'll find that on my website. Perfect. Thank you. Mm-hmm.